to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un cinéaste américain, Robert Altman. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison, il faut toujours en parler d'Altman. D'ailleurs, c'est peut-être un des aspects du livre, on va en parler de cela aussi. Et oui, parce qu'il y a un livre, le voici, il est là, Robert Altman, Miroitement d'une œuvre. Et en plus, vous avez reconnu le style, le design des éditions Marest. Je remercie et salue Pierre Julien pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et l'auteur de ce livre, c'est Édouard Sivière. Je suis très content de le recevoir pour qu'on parle de ce cinéaste-là. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci Samir. Je suis très heureux de participer à cette émission de Microciné dans laquelle je pioche depuis assez longtemps. Bon, alors, déjà, merci beaucoup. Et puis, si vous avez pioché, vous avez pu constater qu'il n'y a pas vraiment d'émission sur Altman, si je ne me trompe pas, en 3 ans et demi. Donc, il faut. Et Dieu sait que son dernier film est peut-être l'un de mes films de chevet préférés. Et ça, on va y revenir. Donc, il fallait bien un début à tout. Et vous, le début avec Altman, ça remonte à quand exactement? Ça remonte à longtemps, Altman. La rencontre, c'est assez flou, mais ça date de l'enfance, de l'adolescence. C'est surtout grâce à mon père, en fait, qui n'était pas vraiment cinéphile, mais qui était médecin. Donc, quand on était médecin dans les années 70-80, forcément, on avait un film culte devant tous les autres, c'était MASH. Je crois que tous les médecins connaissent ce film et l'apprécient. Donc voilà, la première rencontre, c'était certainement un visionnage en cassette ou quelque chose comme ça, en VHS de MASH. Et rencontre agréable, sans que ce soit absolument déterminant pour moi. Mais voilà, il a fallu peut-être attendre plus longtemps pour que je m'accroche vraiment à ce cinéaste. Là, pour le coup, il y a un point beaucoup plus précis, c'est en juin 92 exactement, parce que je suis étudiant, cinéphile, et je tombe en kiosque sur une couverture de revue qui est celle de la revue Positif, donc juin 92, qui mettait à l'honneur The Player de Robert Altman. Et The Player, j'en sortais, je venais de voir le film qui était sorti quelques jours avant. J'avais absolument adoré ça. Positif, je connaissais que de nom, donc j'ai tout de suite acheté le numéro, et voilà, c'est vraiment le point de départ de mon amour pour le cinéma d'Altman. Et en même temps, je découvrais cette revue Positif qui est devenue chère à mon cœur. Donc j'ai compagnonné, disons, en même temps avec Altman et avec Positif. D'ailleurs, Positif, vous avez même écrit un bouquin édité chez Eurédi, L'Esprit Positif, l'histoire d'une revue de cinéma. Donc là, pour le coup, encore une fois de plus, on parlait de boucle bouclée avec hors caméra, avec un prix que vous avez aussi, un prix important, celle de Pessac, si je ne me trompe pas. Oui, Festival d'Histoire de Pessac. Exactement, concernant le livre en question. Mais à un moment, vous dites, je me suis accroché à Altman. Pourquoi il a fallu que vous vous accrochiez à Altman? Parce que c'est un attachement assez progressif. Je pense que Altman, souvent c'est pas un cinéma qui vous saute aux yeux, quoi, quand on l'aborde pour la première fois. Je sais pas, on ressent pas forcément un choc. J'imagine que quelqu'un qui peut découvrir un film de Coppola ou de Scorsese, Apocalypse Now, prendre ça en pleine figure. Altman, il y a un côté beaucoup moins spectaculaire dans son cinéma, et ce qui fait que, voilà, à mon avis, c'est un cinéma à appréhender au fil du temps. Voilà. Et The Player, voilà, c'est l'un de ses films les plus connus, les plus populaires, les plus virtuoses. Voilà, c'est vraiment pour le coup un de ces films qui permet là d'accrocher si on veut du premier coup. Mais l'œuvre dans son ensemble est assez dénuée de titres très spectaculaires, quoi, qui sont faits pour accrocher l'œil aussitôt. C'est vraiment
un travail qui se fait, voilà, des visionnages qui se font sur la durée et un attachement qui se fait sur la durée, je pense, pour le cinéma d'Altman. Et si on devait situer un petit peu Altman dans le cinéma américain, c'est un peu comme avec Piala et la Nouvelle Vague. C'est lui, c'est le nouveau Hollywood, le nouvel Hollywood, pardon. Et alors, on ne sait pas s'il l'a loupé ou s'il y a plus, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, on le sait parce qu'on lit le livre. Mais il y a un peu de cela aussi avec Piala. Donc, non que je compare leurs deux filmographies, leurs deux styles de cinéma qui sont un peu différents, encore que. Mais c'est marrant, ça, cette histoire-là d'être à part une espèce de grosse période comme ça, gros geste, gros mouvement cinématographique, et d'être là à part. Et il y a quelque chose de très, très ambigu. Ouais, oui, ah oui, mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est assez frappant maintenant qu'on en parle. On peut comparer un peu avec la place de Piala par rapport au cinéma français, à la Nouvelle Vague. Et on peut la comparer effectivement à la place d'Altman dans le cinéma américain des années 70. Et parce que, en effet, il a été parfois, assez souvent même, voilà, apparenté à ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. Puisque, en effet, sa grande période, sa période dorée, on peut dire, coule du début des années 70 à la fin des années 70. Et c'est exactement la période florissante du nouvel Hollywood. Mais c'est quelqu'un qui vient d'autre part, Altman, qui est tout à fait à part, qui vient d'abord du film industriel dans les années 50, film industriel, publicitaire, et qui vient de la télévision. Il a fait énormément de télévision à la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Donc c'est vraiment une génération, c'est la génération qui précède justement la génération des Coppola, Scorsese et compagnie. Il a 15-20 ans de plus qu'eux. Mais le fait est que c'est l'un des cinéastes qui lance Hollywood sur ses voies d'un nouveau cinéma, du nouvel Hollywood, avec évidemment le succès planétaire et totalement inattendu de MASH. MASH qui arrive un petit peu après Easy Rider, Body and Clyde. Donc ce sont ces quelques films-là qui déclenchent ensuite tout ce qui va suivre sur le plan du nouveau cinéma hollywoodien. Mais Altman est toujours resté sur le côté, dans son coin, à faire ses films en indépendant, et même il voulait absolument pas être assimilé à la bande des 5 ou 6 du nouvel Hollywood. Voilà, donc il est resté, il s'est mis toujours un petit peu sur le côté, tout en ayant contribué très fortement à cette période dorée américaine des années 70. Il y a deux grandes parties dans l'architecture de votre livre. La première partie, vous revisitez film par film, voire même des chapitres entiers sur soit parce qu'il a travaillé pour la télévision, il a fait des courts-métrages, puis film par film. Et puis il y a une seconde partie où qui s'appelle d'ailleurs Réflexion, tout simplement, où vous réfléchissez en revisitant aussi les films par le prisme de certaines thématiques, dont celle qui est banale, évidente, trop usée, et qu'on a envie de contredire d'emblée, le film choral. Et Voilà. mais ça, je me permets de le dire parce que vous le dites dans le livre, donc c'est voilà, Ah oui, comme ça, mais on va parler aussi un peu de ça. Et là où je veux en venir, c'est et il y a avant cela, avant cette première et seconde partie, il y a un texte d'introduction, comme dans n'importe quel livre. Il y a 4-5 choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne. C'est des petites phrases et des bouts de phrases. À un moment, vous dites qu'il va falloir défricher et déchiffrer Altman. Est-ce que c'est en réaction contre, finalement, des lieux communs qu'on a pu installer concernant son cinéma? Oui, c'est en grande partie contre ça que j'ai essayé de travailler. Ces lieux communs, Altman. Bon, Altman, c'est pas un cinéaste oublié, hein, mais surtout quand on rajoute évidemment que quand on dit, vous savez, c'est le réalisateur de MASH. Ah oui, il reste quand même dans les mémoires, mais c'est un cinéaste qui est méconnu, il me semble, pour une grande partie de son œuvre.
et donc a été au fil du temps relégué un peu au second plan par rapport à d'autres actifs dans les années 70. Et souvent, effectivement, son cinéma est réduit à quelques images, quelques clichés. Alors déjà, oui, inventeur du film choral, mais voilà, souvent réduit à cette dimension-là, alors que c'est vraiment qu'une partie de son cinéma. Film choral et film choral, souvent, quelquefois, il y a toute une partie de la critique et de la cinéphilie qui enchaîne en disant que Altman œuvre dans le film choral, mais de façon très pessimiste, très cynique, et qui n'aime pas ses personnages. Voilà, c'est quelqu'un qui voit ses personnages de haut, comme si œuvrait, voilà, dans le film choral, mettre en scène tout un tas de personnages dans un espace bien précis, c'était obligatoirement les mépriser ou les voir de haut. Alors, D'ailleurs, je voilà, me permets de vous interrompre, j'en suis désolé, mais c'est juste pour. Alors, c'est pas pour aller dans votre sens, mais c'est pour juste rajouter un élément mais que vous savez. Bah, l'un des premiers à avoir parlé ainsi, c'était Danet, qui disait en plus de cela que c'était un cinéma de petits malins et qu'il avait toujours de l'avance sur ses personnages. C'est ce qui le trouvait donc cynique. Voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est à discuter, hein, c'est carrément oui. à discuter. Oui, oui, carrément. Ce qui sous-entendrait, je pense que c'est un cinéaste qui maîtrise absolument tout, Voilà. Qui a son film en tête dès le stade du scénario, même avant de le tourner. Mais au contraire, Altman, il va exactement à l'opposé, en fait, parce que lui, c'est un cinéaste qui travaille de façon absolument ouverte sur un tournage, qui est prêt à accepter tous les petits incidents, tous les petits aléas, tous les apports extérieurs. Et voilà, au contraire, c'est quelque chose qui, à mon avis, va à l'encontre de l'idée totale de maîtrise du démiurge qui déplace ces petits personnages comme des pions. Non, au contraire, Altman, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec le hasard et qui met en scène énormément de croisements de personnages dans ses films comme Nashville ou Shortcuts. Mais justement, ce que je trouve absolument merveilleux chez lui, quasiment magique, c'est que ça n'apparaît jamais mécanique, forcé. On a toujours l'impression de regarder un film d'Altman comme on regarde la vie passée, avec tous ces petits aléas. Voilà, donc c'était l'une des raisons qui m'ont poussé à écrire sur Altman et essayer d'aller contre ces espèces de clichés critiques qui ont eu la vie, qui a eu beaucoup de postérité, quoi, dans toute une partie de la critique, même jusque dans les années 90, 2000, jusqu'à la mort d'Altman, en fait. Hein. Il y avait quand même, enfin, je pense, hein, enfin, même vous le dites, vous aussi, vous le dites, vous aussi, c'est que depuis 20-25 ans, il y a une forme, enfin, on revisite autrement. Le privé est considéré Oui. comme un must total, sur lesquels on n'a plus le droit de revenir, quoi. C'est un must et il n'y a plus d'autres films. Page 14, vous écrivez, toujours dans l'introduction, page 14, une part du secret tient dans la méthode du cinéaste. Alors, je vais quand même lire le paragraphe pour bien contextualiser, parce que là, ce serait une erreur. Donc, vous écrivez: plonger dans le cinéma d'Altman permet d'approcher ce mystère persistant du passage d'une réalité à sa représentation, de l'élévation de la vie accidentée à l'harmonie cinématographique qui, lissant les arêtes vives du réel, garde cependant le sens du vrai. Une part du secret tient dans la méthode du cinéaste, mais son étude ne pourra de toute façon jamais expliquer entièrement la magie de ses créations, alors que le cinéma renonce de plus en plus fréquemment à faire des corps les lieux d'une incarnation et de leur déplacement en outil de mesure du monde, alors qu'il perd jour après jour ce caractère concret et vital lui ayant permis depuis sa naissance d'être à la fois prolongement, miroir et critique du réel. C'est quoi exactement ce cinéma le cinéma qui renoncerait de plus en plus fréquemment à faire des corps les lieux d'une incarnation et de leur déplacement en outil? Ce serait quoi exactement? On sort un peu d'Atman, mais parce que ça m'a intrigué ce moment-là. Oui, ben, il me semble que le cinéma contemporain maintenant, il y a de moins en moins ce rapport au corps, même s'il y a toujours un certain cinéma réaliste,
mais il me semble que les corps sont de moins en moins filmés vraiment en rapport avec leur environnement, de façon à ce que le spectateur ait une vraie notion de l'espace, voilà, de la façon dont les gens vivent dans leur environnement, des choses comme ça. Et pas seulement on va dire dans les blockbusters ou dans les films qui recourent aux effets numériques, aux choses comme ça. Mais voilà, moi, ce qui me plaît chez Altman, c'est vraiment le lien constant qu'il maintient avec la vie, la façon de tourner dans les lieux réels, dans des décors réels, et de jamais essayer de raconter d'histoire au spectateur, de jamais virer à l'esbrouf, voilà, aux effets faciles pour accrocher l'œil du spectateur, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un qui reste les deux pieds ancrés dans le réel et dans l'environnement, dans les décors de la société américaine. Voilà, c'est ça qui me plaît avec lui. Et en même temps que ce cinéma réaliste-là, ça donne l'impression, voilà, il filme souvent des choses très intimes dans ses histoires, mais en même temps, c'est un cinéma très ample, très fictionnel. Il arrive à faire de la fiction avec 3 fois rien, avec la vie des habitants de Los Angeles, par exemple, dans Shortcuts. Voilà, mais toujours en gardant cette base réaliste. C'est ça qui me plaît beaucoup chez Altman. C'est ces architectures, ces grandes structures qu'il arrive à monter, mais toujours en restant en plein dans la vie, quoi. Bah alors attendez, c'est magnifique parce que la dernière page du livre, je ne sais pas si on va pouvoir voir, attendez, parce que comme il s'est un peu flouté, voilà, ça c'est génial. Ça c'est génial. C'est la carte des États-Unis d'Amérique. Et Ouais. alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a certaines villes qui sont notées, mais ces villes-là sont associées au film qu'a tourné Altman, et on s'aperçoit qu'il a tourné partout. Oui, oui, oui. C'est vous qui avez eu l'idée ou c'est l'éditeur de faire ça? Non, c'est moi qui ai eu l'idée de prendre cette carte des États-Unis parce que voilà, en voyant tous les films d'Altman à la suite, je me rends compte effectivement qu'il a voyagé un petit peu partout aux États-Unis et puis la frontière canadienne, etc., aussi bien en Floride. Et donc il y a une telle diversité chez Altman de décors, géographiquement. Que je me suis dit, voilà, j'ai posé une carte, voilà, tout simplement, j'ai posé une carte des États-Unis et j'ai pointé au fur et à mesure, et je me suis aperçu, voilà, résultat final, ce que ça donne une carte quasiment remplie aux 4 coins des États-Unis, ou en tout cas, il est passé un petit peu partout au fil de sa trentaine de longs métrages sur le territoire américain. Il est pas du tout spécialisé géographiquement dans telle région, sur telle ville. Et il a même fait une série qui s'appelle Tanner 88, une série télévisée absolument géniale. En 1988, il fait ça, où il suit en fait tout le parcours d'un candidat imaginaire, un candidat aux primaires démocrates de l'élection présidentielle de 88. Et voilà, il tourne sa série en suivant le parcours des primaires réelles. Donc, il passe de ville en ville, je sais plus, Atlanta, Houston, etc. Donc là aussi, il fait tout un parcours autour des États-Unis. Donc voilà, quand on dit que Altman s'est intéressé tout au long de sa carrière à la société américaine, voilà, on a la preuve au moins qu'il a arpenté tout le territoire en regardant cette carte-là. Et quand il fait prêt-à-porter, est-ce que c'est toujours l'Amérique qu'il dépeint, ou là, pour le coup, ça n'a absolument rien à voir, il est ailleurs? Ah, il y a un petit côté importation quand même. Ouais. Alors prêt-à-porter, c'est un cas très particulier. Oui, j'ai fait exprès. Pour le moins, c'est pas un des meilleurs Altman. On sent qu'il est un petit peu en visite à Paris. Il ressort un petit peu tous les clichés liés à la ville parisienne. Et puis
Et puis Prêt-à-porter, oui, c'est un film sur la mode. Alors dans son esprit, j'imagine que c'était un petit peu un film sur la mode, comme Nashville était un film sur les musiciens de country de la ville américaine. Voilà, on sent qu'il rate un petit peu son coup, peut-être il a porté son sujet sur la mode un petit peu trop longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, pour revenir à la question, même dans Prêt-à-porter, le regard principal, c'est celui de la journaliste qui est jouée par Kim Basinger. Ouais, ouais. Et il y a la majorité des personnages, les personnages les plus importants, quasiment, sont des personnages américains. Donc on visite aussi les personnages de Tim Robbins et de Julia Roberts, qui sont des touristes qui se retrouvent reclus dans leur hôtel parisien, le personnage de la journaliste américaine. Donc on sent vraiment un regard américain sur la mode française, avec des petites distorsions. Voilà, on sent que le traitement journalistique, par exemple, n'est pas du tout représentatif d'un traitement français, par exemple. C'est vraiment le mode de fonctionnement américain. Voilà, donc on sent vraiment le regard extérieur du côté de Prêt-à-porter et peut-être préjudiciable au film. Mais c'est pas anodin le fait que ça soit une journaliste enfin, que le point de vue soit axé autour de, enfin, que ce soit celui d'une journaliste, parce que quand on voit cette carte et qu'on voit les différentes villes, donc les différents recoins et les films, tout ça, il y a deux questions. La première, c'est qu'on a cette sensation qu'il est vraiment le journaliste qui va chercher les faits, ou plutôt qui va aller ailleurs pour voir si les faits existent. Donc, il y a un côté très journalistique dans sa démarche filmique. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le fait d'être un peu partout et finalement, est-ce qu'il est vraiment partout? Il y a aussi ça qu'on associait très souvent à Altman dans les années 70 et que vous déconstruisez, c'est qu'il va là où quand il commencera à se faire connaître, c'est par le fait d'utiliser des genres hollywoodiens qu'il va déconstruire de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent dit, que voilà. Mais est-ce que c'est lié aussi, alors le fait d'aller solliciter plein de genres, le fait d'aller partout en Amérique et le fait d'être surtout dans des éléments factuels et ensuite que les éléments factuels s'effacent pour donner un récit beaucoup plus complexe que ça, est-ce que ce serait ça la dialectique de chez Altman? Parce que c'est quelque chose que vous utilisez aussi, le terme dialectique. Est-ce que ce serait ça réellement sa dialectique? Oui, oui, sans doute, on peut passer par là. Il y a ce côté journalistique là, oui, c'est effectivement en rapport avec la réalité des faits. C'est-à-dire Altman cherche à montrer la réalité de la société américaine sans faux semblants, sans falsification. Et ce côté journalistique, ça me fait penser à Nashville, qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, qui date de 74-75. Et Nashville, la naissance du film de Nashville, en fait, c'est Altman qui envoie sa scénariste à Nashville sur place pendant plusieurs mois, effectuer un travail de journaliste, en fait, une enquête, pour qu'ensuite elle puisse revenir et qu'ils puissent tous les deux construire leur film. Donc, effectivement, là, pour le coup, pour Nashville, c'est vraiment une démarche journalistique qui est à l'origine. Mais après, oui, là vient la question des genres, souvent, chez Altman. En fait, Altman, comme je disais, c'est quelqu'un qui vient de la télévision, donc il ne va pas essayer de partir dans des films abstraits, complètement déconstruits. Il essaie quand même de tenir un minimum la main de son spectateur, malgré qu'il ait réalisé des films très audacieux sur le plan narratif et esthétique. Mais voilà, il en passe effectivement souvent par des structures de genre. Mais voilà, lui, il pense que le désir premier des spectateurs de cinéma, c'est d'être surpris. Mais il faut quand même qu'il y ait une base, une structure assez solide quand même derrière. Il ne faut pas non plus partir dans toutes les directions à la fois. Donc c'est pour ça aussi qu'il aime bien s'inscrire de temps en temps dans un cinéma de genre. Mais c'est un des clichés aussi qui a beaucoup été utilisé pour parler du cinéma d'Altman, notamment dans les années 70.
à la fin des années 70, il passait effectivement aussi pour le grand destructeur des genres américains. Et comme si il prenait, voilà, chaque film, il prenait genre par genre et il se chargeait de faire exploser tout ça. À mon avis, c'est plus complexe que ça. C'est même autre chose, à mon sens. L'approche du genre par Altman, c'est pas qu'il veut absolument faire exploser le genre, c'est qu'il le prend autrement. En fait, il le prend, on pourrait dire, par en dessous, pour voir les fondations de ces genres-là, sur quoi ça tient, et essayer de développer des récits qui interrogent ces fondations, sur quoi sont construits les genres du cinéma américain, et en même temps les mythes sur lesquels s'est érigée la société américaine. L'exemple le plus parlant, à mon sens, c'est Buffalo Bill et les Indiens, qui peut être catégorisé comme un western, mais qui n'en est pas tellement un, en fait, même s'il s'intéresse à la figure de Buffalo Bill. Là, Altman, c'est pas son meilleur film, mais c'est vraiment l'un de ses films les plus passionnants, les plus intéressants. C'est là où on voit le plus clairement le but général d'Altman, c'est d'interroger les fondations des mythes américains, en fait, puisqu'il part d'une légende du spectacle américain, l'un des premiers promoteurs de spectacle avec son Wild West Show à l'époque, qui est Buffalo Bill, qui dans le film essaye d'intégrer à son show le Sitting Bull, le chef indien, qui était à ce moment-là sous la surveillance de l'armée, qu'il essaye d'intégrer à son show. Et un show, Altman le montre très bien, qui selon d'après son promoteur, montre la réalité des faits, mais en fait les travestit totalement, se bâtit sur le mensonge de la conquête blanche, des guerres indiennes, avec la lutte de la civilisation contre la sauvagerie, etc. Donc Altman, voilà, il passe un petit peu par en dessous et il construit ses films, il essaye de construire ses films autrement, même s'il en passe par une structure de genre, le polar, le western ou le film musical. Alors, je rappelle, hein, Robert Altman, Miroitement d'une œuvre, édité chez Marest, l'auteur est Édouard Sivière, pardon. Et on n'a pas fini encore l'émission, il reste encore quelques questions, mais c'était juste pour rappeler le livre. Et bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre du site Marest. Alors, j'aimerais lire quelques extraits. Page 86, c'est dans la première partie. Alors, c'est le film Le Privé. Alors, voilà. Donc, vous écrivez, dans son ouvrage Mythologie du roman policier, Francis Lacassin, au milieu du chapitre élogieux qu'il consacre au géniteur de Marlowe, estime paradoxalement qu'à côté du classicisme de Dashiell Hammett, assuré par la clarté du récit et de l'intrigue, les romans de Chandler sont au contraire les plus mal construits du genre, et que, sans doute, l'auteur lâche-t-il trop la bride à ses personnages. Ainsi, aussi, il oublie l'action pour composer des atmosphères. D'aucuns ont pu utiliser les mêmes termes pour évoquer l'œuvre du cinéaste. Or, dans Le Privé, par-delà l'aspect vagabond de l'intrigue, son déroulement parsemé de pauses inattendues et de déviations, parfois au sens propre géographique avec des séjours au Mexique, Altman finit par retrouver Chandler sur un autre point, la droiture morale et l'éthique de la fidélité réaffirmée par le détective. De la page à l'écran, les raisons et les réactions diffèrent, mais au moment d'en terminer, le constat de la mère des fêtes de l'amitié est le même. C'est la droiture morale et l'éthique de la fidélité. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les personnages altmaniens, que cela soit des hommes ou des femmes. Oui, oui, ce côté moral, comme on a dit tout à l'heure, il a été souvent question de mépris des personnages chez Altman. Et en fait, quand on regarde bien ces films, on se rend compte qu'il n'y a aucun mépris, que ces personnages ne sont pas fous, mais comme il aimait à le dire, c'est la société qui est folle, hein, c'est elle qui rend fou plutôt. Et il montre plutôt des personnages souvent assez banals au départ, mais qui essayent de se frayer un chemin, qui essayent d'accéder à une plus grande lucidité dans cette société qui est pleine de miroirs aux alouettes, société américaine.
Donc voilà, et surtout, voilà, ce qui est important, il me semble, chez Altman, c'est que au contraire, il donne sa chance à tous les personnages. Il n'y a pas, il y a pas de deux camps chez Altman, un camp d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Chaque personnage, à un moment ou un autre, a sa chance, peut sortir une action assez courageuse, avoir un propos tout à fait sensé. Et voilà. Et oui, Altman, il filme des gens assez banals ou alors des gens un petit peu à la marge, mais qui essayent un petit peu de survivre dans cette société américaine qui s'étourdit un petit peu de tous les systèmes de représentation qu'elle a mis en place autour de ces gens, de ces citoyens américains. On continue, c'est pour le film Trois femmes, page 100. Ça, c'est un film par contre qui pour le coup a été redécouvert. Oui, tout à fait, oui. Même certaines disent que c'est the chef-d'œuvre de la filmo. Alors c'est page 119 et vous écrivez. Oui. En s'approchant encore une fois de ce continent inconnu féminin, Altman livre une œuvre qui ne laisse pas d'inquiéter, non pas sur les femmes, mais sur le monde qui les entoure, se déplaçant avec aplomb sur le terrain de cinéastes admirés, Bergman, Fellini, bénéficiant à nouveau du soutien de la critique, mais pas vraiment de celui du public. Fatalement, les recettes furent encore plus modestes que celles de Buffalo Bill et les Indiens. Altman se garde alors de donner quelques explications que ce soit. Il me semble dangereux de m'essayer à une élucidation du film, car alors j'établirais bandes et frontières dans l'esprit du spectateur, j'appauvrirais sa faculté de recevoir le film. Pourquoi cet extrait? C'était par rapport à l'interactivité avec le spectateur. Et ça renvoie, petite phrase assassine que j'avais évoquée de Danet, au contraire que Danet dit, j'ai la sensation qu'Altman est au-dessus du spectateur. Et c'est intéressant ce que dit à ce moment-là Altman, parce que ça dit aussi beaucoup de choses. Est-ce que sur les 37 longs métrages, tous les films de cinéma pour le coup, est-ce qu'il y a quel rapport il entretient avec le spectateur, Altman? Mais comme je disais, alors d'une part, il veut essayer de surprendre son spectateur au fil de ses récits. Et c'est pour ça que ça rejoint son approche ouverte du cinéma. Il multiplie, comme je disais, comme je dis dans le livre, les petits détours, les scènes qui sont pas forcément utiles sur le plan dramaturgique. Par exemple, dans Le Privé, on parlait tout à l'heure du Privé, il y a un passage d'Elliot Gould qui joue Marlowe, qui court après la voiture de Ellen Wade et qui se fait renverser. Et il y a une scène de 3 minutes à l'hôpital, où on le voit alité, mais une scène qui a absolument aucune utilité sur le plan dramatique, parce qu'il sort juste après et il continue sa petite vie. Voilà, donc Altman adore faire ces petits détours-là. Voilà, pour surprendre son spectateur, mais il veut aussi lui montrer la réalité des choses, de ce qui se passe, des comportements des gens dans la société américaine. Lui, son grand combat, c'était contre Hollywood, dans la représentation hollywoodienne qui a tendance soit à édulcorer, soit à falsifier complètement les événements, le rendu des corps, etc. Il y a beaucoup de choses chez Altman. Il y a un rapport au corps qui n'est pas du tout habituel. Il montre beaucoup de choses que d'ordinaire on ne montre pas au cinéma. Hein. Les positions disgracieuses des actrices, des acteurs, voilà, même les flatulences, les choses comme ça, les envies pressantes. Ça, il le montre parce qu'il dit c'est la réalité. Je ne vois pas pourquoi le cinéma s'attacherait pas à montrer la réalité telle qu'elle est. Voilà. Donc c'est à la fois essayer d'embarquer son spectateur dans une narration, dans un récit qui l'emporte comme ça,
mais toujours quelque chose qui apparaisse vrai, qui soit vrai, qui soit pas totalement imaginaire, qui soit vrai, mais sans discours non plus. C'est là où on rejoint un petit peu Trois femmes. C'est un film très mystérieux, Trois femmes. Il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Il y a le sens des scènes est toujours un petit peu flottant comme ça. Comme Altman en plus se refusait dans ses interviews d'après-film d'élucider toutes ces choses-là, ça donne, particulièrement dans le cas de Trois femmes, des films très très mystérieux et on peut faire le pont justement, un pont qui est assez rarement fait rarement établi quand on parle d'Altman, c'est le rapport avec le cinéma de David Lynch aussi. Il me semble que le cinéma de Lynch est très redevable de celui d'Altman. Toute la partie justement portrait féminin d'Altman qui couvre à la fois That Cold Day in the Park, Images et Trois femmes. Dans Trois femmes, il y a beaucoup de choses qui renvoient à un film comme Mulholland Drive. Et dans les deux cas, il y a cette espèce de suspension du sens très mystérieuse, à la fois chez Altman et chez Lynch. Quand il fait Popeye, est-ce que... je vais lire l'extrait, ce sera mieux. Et après, je développerai la question. C'est page 149. Alors que le cinéma hollywoodien met son destin entre les mains du public adolescent, en multipliant les adaptations de bandes dessinées, Superman, Richard Donner en 78, à Flash Gordon, Mike Hodges en 80, ou alors en produisant des divertissements qui s'en inspirent ouvertement, comme La Guerre des Étoiles, Star Wars, George Lucas en 77, Altman refuse de camoufler ses inquiétudes concernant la marche du monde sous les taches de couleurs pétillantes de sa comédie musicale. Il dit « La seule chose que nous faisons avec Popeye, c'est de montrer un microcosme dans une société opprimée. La clé de Popeye, c'est l'expression de ce gars. Je suis ce que je suis. Ces gens ne sont pas ce qu'ils sont. Ils sont ce que les autres leur disent d'être. Ils n'ont jamais vu l'homme qui leur est dictateur. C'est la façon d'être de la plupart des gens en dictature ou dans d'autres sociétés, capitalistes ou communistes ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne nous comportons pas par peur de quelque chose dont nous ne sommes même pas sûrs. » C'est ce que dit Altman. La petite communauté de Sweet Haven, à l'exception d'Olive, est craintive, lâche, incapable de se révolter, condamnée à s'accommoder de sa condition. Le ridicule de ces gens est accentué par leur obsession de l'argent, Altman insistant sur cet aspect à travers la vénalité de la famille Hoyle et les interventions du percepteur. L'insertion de ces thématiques éloigne régulièrement du merveilleux enfantin. Je vais peut-être vous faire rire, mais c'est le même qui est fait Gosford Park. Ouais. Non, mais ce que je veux par là, c'est que quand je... Non, mais c'est pas ça. Alors, je me suis peut-être mal... je comprends pourquoi il a fait Gosford Park. Voilà, c'est là où je veux en venir. Parce qu'il a fait Popeye. Et entre ce que je lis, c'est ce que dit Altman et ce que vous prolongez, c'est exactement ce que l'on retrouve dans Gosford Park. Différemment, exactement, c'est pas le même milieu, c'est pas le même... Et encore que. Et ça, c'est très intéressant. Mais Popeye, c'est un film extrêmement bizarre. Hein. Oui. C'est vraiment une expérience de spectateur, là, pour le coup. Une expérience très bizarre parce que c'est un film d'Altman, mais c'est aussi un film Walt Disney. Mariage particulièrement improbable sur le papier. Popeye, c'est un film qui traîne une petite réputation d'échec, alors qu'il a très très bien marché. Mais Disney était très mécontent du résultat, mais en fait, c'était pas sur le plan des recettes, mais c'était plutôt sur le plan des rapports avec Altman. Mais ce qui est très étonnant avec Popeye, c'est que Altman fait quand même un film destiné à un large public, y compris un jeune public. Mais en effet, c'est un film qui ressemble à Gosford Park en ce sens que c'est un film typiquement altmanien parce qu'on retrouve ses préoccupations, cette envie de peindre un microcosme qui symbolise les rapports des Américains avec la société américaine. Et qui n'abandonne pas du tout ses méthodes de tournage, des méthodes de tournage
ouverte aux aléas de la vie et qui fait chanter Robin Williams et Shelley Duvall avec leur propre voix, y compris avec leurs imperfections, qui les fait danser sans aucun trucage. Voilà. Donc toujours ce rapport au réel. Et donc effectivement, même les films très bizarres, les films ratés d'Altman, on peut jamais les détester complètement parce que quand on les voit, on sent que de toute façon, ce sont des films qui lui appartiennent en propre. Il a jamais fait de film de commande où il abandonne complètement, où il s'abandonne complètement à une réalisation tout à fait impersonnelle. Non, il faut que ce soit tous ces films lui ressemblent profondément. Que se passe-t-il après les années 80, qu'on a toujours un peu mis, mais que vous réhabilitez dans le bouquin? Elles représentent quoi les années 80 pour lui? Les années 80, alors souvent, oui, voilà, c'est le mot l'expression qui est attachée, c'est la traversée du désert d'Altman. Ouais. Et il y en a même qui disaient, voilà, Altman disparaît de la circulation pendant 10 ans, quasiment jusqu'à The Player en 92, quand il fait son grand retour sur le devant de la scène. Mais non, en fait, après Popeye, il coupe complètement les ponts avec Hollywood. Il vend sa société de production suite à toute une série d'échecs publics et la critique il suivait de moins en moins. Mais il se tourne pendant un moment vers le théâtre, mais aussitôt, en fait, il revient vers le cinéma. Popeye date de 1980, le film suivant, c'est Revient, Jimmy Dean revient, qui date de 82. Il n'y a jamais eu plus de 2 ans d'écart entre deux réalisations pour le cinéma. Donc Altman n'arrête pas du tout, il ne disparaît pas du tout de la circulation durant toutes les années 80, mais il change d'économie de production en fait. Il travaille avec des structures beaucoup plus restreintes et tout au long des années 80, il va réaliser des films qui sont tirés d'adaptations théâtrales. Il travaille beaucoup au théâtre et souvent il monte lui-même des adaptations cinématographiques de pièces montées par lui ou par d'autres, ce qui lui permet de se reconcentrer, d'expérimenter d'autres formes narratives, mais de continuer à travailler. Altman, c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de travailler des années 50 jusqu'à sa mort en 2006. Hein. Il disparaît alors que son film est tout juste terminé, The Last Show, son dernier film. Et même durant les années 80, il n'a pas cessé de travailler et de tenter des choses, de se lancer des paris, comme Secret au Nord, par exemple, qui est un film adapté d'une pièce de théâtre, où pendant 1h30 à l'écran, on se tient dans le bureau de l'ex-président Nixon avec un seul personnage. C'est un espèce de soliloque comme ça. Et donc, on est là à l'exact opposé des films mondes comme Nashville ou Short Cuts avec une vingtaine de personnages. Donc, dans les années 80, il continue à travailler, à expérimenter, à faire de la télé, à faire sa fabuleuse série télévisée qui s'appelle Tanner, qui date de 1988, donc à la fin des années 80. Et voilà, c'est une expérience absolument incroyable qui va lui servir justement pour enchaîner après avec The Player et Short Cuts. Qu'est-ce qui fait que, moi je m'en souviens très bien, même si j'avais que 16 ans, mais je m'en souviens très bien, non pas du film parce que je ne l'ai pas vu à cet âge-là, mais j'ai vu un peu plus tard, mais je me souviens de quelque chose d'incroyable autour de ce film. Et qu'est-ce qu'on peut, avec le recul maintenant, comment on peut expliquer le fait qu'il y ait eu une espèce d'adhésion critique et publique, je crois, autour de ce film, le hissant même au niveau de quelque chose, je me souviens même de l'avoir étudié à l'école de cinéma, pour vous dire. Donc, comment on peut l'expliquer avec le recul? Sur Short Cuts? The Player. The Player, pardon. Ouais. The Player, alors il y a un petit peu, alors l'effet de surprise, comme tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une partie des cinéphiles, même de la presse, pensait que Altman n'avait plus rien fait depuis des années.
avait plus de nouvelles. Voilà, il débarque, en plus, il débarque sur le tapis rouge à Cannes avec ce film-là, où il repart avec le prix de la mise en scène et puis le prix de la meilleure interprétation pour Tim Robbins. Donc voilà, ça fait beaucoup de bruit. Mais le retour est d'autant plus réjouissant parce que c'est un retour qui se fait au sein de Hollywood, en fait. Même si c'est pas un film purement hollywoodien, ça reste une production indépendante, mais c'est un film qui parle de Hollywood. Et il y a un petit côté pas règlement de compte, mais voilà, il y a évidemment un regard très critique sur le mode de fonctionnement des studios hollywoodiens. Vraiment, Altman s'en donne à cœur joie là pour montrer ce qu'est devenu Hollywood, qui est vraiment passé aux mains des financiers, de gens qui n'ont plus du tout de vision à long terme, de vision artistique, mais qui ont des visions purement comptables. Euh, et voilà, qui essaye de trouver les recettes miracles en faisant de plus en plus d'économies. Certains proposent même de se passer de scénariste parce que ça coûte trop cher. Il suffit de croiser des pitchs connus qui ont marché précédemment, de faire un croisement entre Pretty Woman et Out of Africa ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a un regard très critique, très réjouissant il était prophète, hein. Il était prophète, ouais, oui. Ça ne s'est pas arrangé par la suite, la situation des studios américains. Donc voilà, il y avait ce côté très malin, très réjouissant du film, mais aussi il y avait encore une fois, et puis on l'oublie un petit peu, il faut vraiment revoir le film pour s'en rendre compte. C'est un film qui est très très bien construit parce qu'il a une excellente base, qui est un roman qui s'appelle The Player aussi, que j'ai lu pour l'occasion et qui est vraiment tout à fait pertinent on retrouve ce regard très critique sur Hollywood. Et il y a aussi voilà, cette machinerie un petit peu criminelle qui se met en route. Donc voilà, ça a fait figure de petit événement voilà, à l'époque, parce que Altman, à ce moment-là, avait tout pour lui. Il y avait une histoire extraordinaire à suivre qui accrochait les spectateurs tout de suite. Et puis ce côté méta qu'il donnait à son film, avec, en plus, on n'a pas parlé, mais toutes ces stars hollywoodiennes qui défilent dans The Player pour jouer leur propre rôle. Ça, c'est quelque chose qu'il avait expérimenté dans sa série Tanner, en faisant intervenir de véritables personnalités politiques. Et là, voilà, c'est ce qui a marqué aussi les esprits à ce moment-là, c'est que le film se termine avec la participation de Julia Roberts et de Bruce Willis dans leur propre rôle. Voilà. C'était voilà, un retour en force assez réjouissant, effectivement. Et ce qui permet à Altman de débloquer ensuite les fonds pour Shortcuts. On va parler de Shortcuts, attendez. Mais juste, oui, je me souviens par rapport à The Player, il y avait un plan séquence d'ouverture, si je ne me trompe pas, qui a impressionné ma prof de cinéma, Jacqueline Nakache, à l'université, et qui nous avait fait tout un cours pendant 3 heures sur le plan séquence. Et voilà, un plan de 7 ou 8 minutes, je crois, dans les studios hollywoodiens. Et en plus, avec un discours comme ça, parce on croise de temps en temps des personnages qui parlent des plans séquences célèbres du cinéma, de la soif du mal, des choses comme ça. C'est ça. Donc il y a voilà, mais je vous fais une confidence, nous étions trop grincheux et on lui disait, mais on s'en fout de ton plan séquence. Il y a Takeshi Kitano qui vient de faire tel film. Qu'est-ce que vous voulez, la jeunesse? Alors que les deux sont très bons. Page 231, Shortcuts, vous écrivez. Shortcuts marque à l'encre indélébile le cinéma des années 90 comme Nashville l'avait fait pour la décennie 1970. Il fixe pour l'éternité le cinéaste comme maître du film choral et incite une flopée de disciples plus ou moins inspirés à s'engager dans cette voie parmi d'innombrables titres. Happiness de Todd Solondz en 98, magnifique d'ailleurs. Magnolia de Paul Thomas Anderson en 99, un cinéaste qui a toujours dit il fait partie de la famille Altman. Oui, on est vraiment dans l'affiliation. Voilà, il l'a toujours dit en tout cas. Collision Crash de Paul Haggis en 2005, Babel de Iñárritu et Short Bus de John Cameron Mitchell en 2006.
En septembre 93, Altman décroche le Lion d'Or à Venise, réalisant un rarissime grand chelem des festivals internationaux après les récompenses obtenues en leur temps par MASH à Cannes, pour la Palme d'Or, et Buffalo Bill et les Indiens à Berlin. Si le succès public s'avère moindre aux États-Unis, le nombre d'entrées en France au début de l'année 94 s'approche de celui déjà élevé de The Player, la presse se révélant de son côté quasi unanime dans l'admiration d'un film sous-titré ici Les Américains. Télérama et Positif s'entretiennent avec le cinéaste. Ils lui réservent leur une. Le Monde relaie également sa parole à l'occasion de la Mostra vénitienne avant d'enfoncer le clou pour la sortie en salle. Entre deux revigorantes promesses d'un châtiment naturel, on aura assisté fasciné, comme hypnotisé dans un état délicieux et terrible de voyeur consentant à une désopilante et tragique dissection de l'Amérique et plus encore à une implacable autopsie du couple. C'est ce que le Monde écrit. Et puis vous écrivez, pas toujours sensible au génie altmanien, les inrecuptibles l'admettent du bout des lèvres, deux points ouvrez les guillemets, souvent les chefs-d'œuvre de la littérature accrochent de souris à l'écran. On connaît aussi beaucoup de grands films issus de romans de gare. Shortcuts est un bon film tiré d'une œuvre littéraire de qualité, deux points, c'est rare. Ça, c'est Kaganski, c'est Serge Kaganski. Pourquoi je lis ça, et alors j'aurais pu lire autre chose qui soit plus de l'intériorité et de l'analyse du film, c'est parce que ça dit aussi qu'Altman, il y a eu une période de renaissance où il y avait une espèce de, enfin j'ai l'impression en lisant en tout cas, il y a une espèce de passerelle comme ça entre un certain cinéma et celui en devenir. Et Altman arrive à ce moment-là à être un sismographe. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Et comme n'importe quel grand sismographe, ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer quelques films. Et ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a The Player et puis ensuite, il y a Shortcuts, comme si c'était un chant contre chant. Et en fait, alors que les deux films, finalement, ne parlent qu'une seule chose, ce sont les Américains. Et c'est ça qui est passionnant. C'est pour ça que je voulais vous lire cet extrait par rapport. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport et je sais qu'en plus de cela, il est reconnu, connu par tous, même celles et ceux qui se disent bon, ça reste bien, mais il faut quand même le dire. Oui, mais oui, c'est de mettre face à face un petit peu The Player et Shortcuts. C'est symbolique de la carrière d'Altman dans sa totalité, hein, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup varié les formes, l'ampleur de ses films, faire des films très concentrés avec peu de moyens, et puis faire des fresques à 24 ou 40 et quelques personnages pour un mariage. Donc c'est ça aussi qui est passionnant chez lui, tout en gardant cette visée de parler de la société américaine, que ce soit en prenant une multiplicité de personnages ou au contraire en se concentrant sur un seul. Voilà, cette idée de passerelle, c'est ça, c'est parce qu'il a été constamment en recherche d'une représentation du peuple américain. Donc ça, c'est toujours, il a suivi un petit peu l'actualité et montrer la société américaine telle qu'elle était ou telle qu'il la voyait lui. Voilà. Une dernière question, mais avant, je rappelle, Robert Altman, miroitement d'une œuvre chez Marest. Dans le descriptif, vous avez toutes les informations. On a dit 0,001% de ce qu'il y a dans le livre, parce qu'on aurait pu aussi consacrer une bonne heure pour parler de la musique, des acteurs et des actrices, la manière qu'il a de les regarder aussi, ou de faire des films autour. Qu'est-ce qu'il y aurait, le style, le rapport au cinéma US, les couleurs. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser, on est rattrapé. Et encore là, on a dépassé le temps. Mais bon, il y avait que vous qui pensez qu'on allait faire 40 minutes. J'avais mon doute. Donc, non, mais dernière question, qui en plus est très facile, c'est d'une banalité, j'en suis désolé, j'ai honte. Dernière question sur le dernier film, le dernier plan, et qui continue de m'émouvoir jusqu'à aujourd'hui. Vous écrivez page 293, les dernières minutes. Donc, le dernier film, c'est The Last Show. Les dernières minutes reposent sur un enchaînement de sons et d'images qui nous étreignent. Quelques jours après la triste destruction du théâtre, Garrison Keillor, Guy Noir et les sœurs Johnson discutent autour d'une table au dîner d'à côté. Entre alors la Dangerous Woman, qui est jouée par Virginia Madsen, si je ne me trompe pas, qui doucement s'avance et se met à fixer l'un des quatre. Lequel? Nous ne le saurons pas.
La fiction, d'ailleurs, ils se regardent tous les quatre, ils se pointent tous du doigt en disant non, c'est lui, il faut prendre lui. Et la fiction s'arrête sur ce qu'un ample travelling extérieur et ascendant semble nous assurer, mais nous n'allons pas nous quitter ainsi. Aussitôt s'entend The Sweet By and By, gospel traditionnel, et nous voilà de retour sur scène avec interprètes et musiciens pour un supplément de communion musicale avant l'accompagnement des sorties successives en un long plan affectueux. En fait, c'est ça les plans séquences chez Altman, ils sont affectueux. Que cela soit Exactement, le plan oui. séquence d'ouverture du film, enfin, il n'ouvre pas le film, il y a quelques plans avant, mais qui est magnifique. Il y a de cela, effectivement. Donc, l'emploi affectueux pour une célébration de la continuité, de la vie et de la continuité de la vie dans le cinéma. In the sweet by and by, we shall meet by that beautiful shore. Pardon pour mon anglais. Dans la douceur de l'au-delà, nous nous retrouverons sur ce beau rivage. Ainsi se termine ce film testament mélancolique et vivifiant, chant du cygne parmi les plus beaux et les plus émouvants de l'histoire du 7e art. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comment vous réagissez quand vous découvrez pour la première fois ce final? Ce final, oui, ben moi je suis tout de suite, je l'ai vu à l'époque de sa sortie en salle, The Last Show, et c'est vraiment un film qui m'a étonné tout de suite, et qui m'a enveloppé, en plus sur un sujet auquel on peut être étranger, quoi. Un show à la radio musicale autour de la musique traditionnelle américaine, de la country, etc. Pas sur le papier, pas évident de s'y intéresser, mais voilà, il y a une telle chaleur dans cet adieu au cinéma, finalement, qui fait que le film est absolument déchirant, quoi. Et ces derniers plans-là, cette fin, plus on la voit, plus on est ému, en fait. Et il y a cette chaleur, il y a cette musicalité. Voilà, la musique chez Altman, on pourrait rajouter 1 heure à l'émission pour en parler. Mais voilà, la dernière séquence altmanienne, c'est l'adieu de musiciens sur scène. Donc c'est une séquence musicale. Et le tout premier plan du premier long métrage d'Altman en 55, The Delinquents, film indépendant qui tourne à Kansas City, le film démarre sur un solo de batterie et sur un morceau de jazz joué en live dans un petit bar. Et voilà, donc le premier plan, le dernier plan, ce sont des plans musicaux. C'est, voilà, comme je dis, c'est des parenthèses musicales qui tiennent comme ça toute une œuvre de cinéma et de musique qui aura duré 50 ans. Un auteur, Melville disait ça, vous prenez le plan de mon premier film et j'espère que le plan de mon dernier sera le même. Comme ça, vous obtenez une œuvre. Voilà. Robert Altman, Miroitement au pluriel, Miroitement d'une œuvre, édité chez Marest Éditeur, et c'est écrit par Édouard Sivière. Édouard était là pour nous en parler. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et puis, il faut vous plonger dans le livre et vous replonger dans les œuvres d'Altman, qui sont pour la plupart assez disponibles, ça il faut le dire, et puis de temps en temps aussi sur Internet, YouTube. J'ai des amis, on peut trouver. Des amis de la revue de Tsunami, je crois, si je ne me trompe pas, c'était la revue de Tsunami qui ont montré lors d'un de leurs lives sur Twitch un court-métrage d'Altman très particulier, très sexuel, on va dire ça comme ça, et c'était assez passionnant de voir ça. Donc il y a beaucoup de choses encore à découvrir, à redécouvrir. Merci beaucoup. Merci à vous. In the sweet, oh by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is fairer than day. Come on, Lola. And by faith we can see it afar. But the Father awaits over there, yeah, To prepare us a dwelling place there. Everybody, come on, sing with us now. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful
to be with my three good companions, just my rifle, pony, and